Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Politique sur France 24 en partenariat avec Slate. Comme chaque semaine, son directeur Jean-Marie Colombani est là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai. Les élections européennes, c'est donc dans un mois, jour pour jour ici en France et ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est aussi la journée de l'Europe, l'occasion de s'interroger sur les différentes dynamiques de campagne. On parlera longuement de Renaissance, très mal en point autour des 15%. Tout le gouvernement est désormais sur le pont comme plusieurs poids lourds de la majorité à l'image d'Édouard Philippe. Le RN, le Rassemblement national, lui dépasse toujours les 30%. Quid de sa stratégie? Et puis nous aborderons aussi l'interview donnée par Emmanuel Macron à elle, le cas Gérard Depardieu, le futur congé de naissance, le devoir des pères. On verra cela tout à l'heure. À mes côtés en plateau pour en parler, j'accueille Catherine Tricot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la revue Regard. Et à votre gauche, Bruno Jeudi. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué de La Tribune Dimanche. Merci à vous trois d'être là. Je vous parlais des derniers chiffres concernant les intentions de vote aux européennes. Quoi de mieux que de le voir, ce sondage Toluna Harris Interactive pour Challenge M6 RTL. Vous découvrez ces chiffres, 31% pour le Rassemblement national, 15% seulement pour Renaissance, 1 point devant Place publique de Raphaël Glucksmann, la France Insoumise à 8,5, 7 pour les Républicains, 5,5 pour les écologistes et pour Reconquête. Il y a 5 ans, le camp macroniste avait réalisé 22% aux européennes, 1 point derrière le RN. Là, il y a 16 points d'écart dans ce sondage, d'où l'urgence de remonter la pente. L'heure est donc désormais à la mobilisation générale. Ces prochains jours, une vingtaine de membres du gouvernement seront déployés aux 4 coins de la France. Et mardi, un grand meeting était organisé à la Mutualité, ici à Paris, aux côtés de Valérie Yaye, la tête de liste Gabriel Attal. Vous le voyez, le Premier ministre envoyé au front par Emmanuel Macron. Je vous propose de l'écouter. Cette élection est peut-être la plus importante depuis la première élection européenne qu'a connue notre continent. Parce que je l'ai dit, le président de la République l'a dit, l'Europe est mortelle. L'Europe peut mourir de la guerre, l'Europe peut mourir des nationalismes, l'Europe peut mourir de la fainéantise de ceux qui, pourtant élus, n'y ont jamais cru. Et la fin de l'Europe, c'est un danger mortel pour la France. Pas de jour férié quand on est en campagne, c'est la petite musique qu'on entend à Matignon. Et Bruno, on le sent bien, le camp présidentiel est en train de passer à la vitesse supérieure. Enfin, on est tenté de dire. Mais d'abord, sur ordre présidentiel, c'est Emmanuel Macron qui a sonné la charge. Dans son interview à la Tribune Dimanche, il dit que les ministres doivent être sur le terrain, doivent se mobiliser. Et surtout, il enjoint Gabriel Attal à faire meeting et débat qui aura lieu donc avec Bardella le 23 mai. Donc tous sur le pont, oui il est temps, la première partie de la campagne est manquée, je crains que tout ça soit déjà un peu tard et mal embarqué, on ne voit pas vraiment un registre très nouveau, bon, ils vont essayer maintenant de remobiliser l'électorat, le noyau dur de leur électorat. On voit bien que c'est compliqué. La tête de liste se bat, mais elle trop faible notoriété. N'a pas fait un grand débat face à Jordan Bardella. Elle n'imprime pas l'opinion publique. Sans démériter, elle n'imprime pas dans l'opinion publique. Et surtout, au fond, c'est une partie de l'électorat macroniste qui est démobilisée, qui ne semble pas vouloir se mobiliser. Donc, du coup, ça ne bouge pas beaucoup. 15, 16, 16,5, on voit, n'arrive pas du tout. Et là, ils sont dans une zone vraiment de danger et à la merci d'une surprise avec un possible rattrapage par Raphaël Glucksmann, qui est maintenant devenu le danger principal pour cette liste. C'est plus tellement celle de Jordan Bardella. L'enjeu pour Jordan Bardella, maintenant, c'est la barre des 30. J'allais dire, voilà, lui, il a son socle. Est-ce que c'est un seuil ou est-ce que c'est... on verra. Catherine Tricot, c'est un peu tard aussi pour le camp présidentiel de mobiliser ses troupes ? C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'en se mobilisant comme ils sont en train de le faire, ils alimentent aussi la mécanique du vote anti-Macron, quoi. C'est-à-dire que là, on a vu le programme qui est sorti où on voit Valérie Yaye à côté d'Emmanuel Macron, côte à côte. Dans les affiches et dans leur programme. Donc, véritablement, sans doute pour compenser son défaut d'identification, donc il a vraiment besoin de dire c'est la dame que je soutiens et qui est de mon parti, etc. Le problème, c'est qu'il y a aussi l'effet à rebours, c'est que d'une part, ça mobilise contre elle tous ceux qui ont envie de faire une leçon politique à Emmanuel Macron. Et je crois que ça risque d'être assez difficile pour l'ensemble
des leaders du parti qui se sont engagés parce que ils ont réussi à mouiller dans la liste, par exemple, Édouard Philippe, qui du coup risque de prendre sa part de l'échec, quoi. Et donc c'est en position non éligible, on le rappelle. C'est vrai, mais en même temps, on le met en avant. C'est-à-dire qu'on met en avant Bayrou, Édouard Philippe, le Premier ministre, Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir tous les poids lourds de la Macronie pour venir en aide à Valérie Ayé, sans que pour l'instant ça produise d'effet. Je crains quand même que ça puisse éventuellement produire un contre-effet. Elisabeth Borne, je m'excuse, mais les gens ne lui ont pas encore pardonné la série des 49.3 qui ont conduit à l'adoption de la réforme des retraites. Donc c'est pas forcément l'idée du siècle que de sortir tout ce monde et je crois que ça peut se tourner en référendum anti-Macron et ça, comme vient de le dire Bruno, ça pourrait se traduire par un croisement des courbes. Jean-Marie, trop tardif cette mobilisation générale? Le moment où Catherine parlerait de la réforme des retraites. Ah ben oui, c'est mon dada. Pour nous rappeler que c'est le socle de l'impopularité d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'abord, il ne faut jamais dire ça, mais il semble que le match final soit plié, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que l'extrême droite, le Rassemblement national, qui est vraiment à 30% depuis le départ, pratiquement, se mette à reculer maintenant. Et c'est vrai aussi que la campagne n'est pas européenne, comme souvent d'ailleurs dans les élections européennes, elle est totalement tournée pour ou contre Emmanuel Macron. Le président de la République. Ouais. Oui, et ce qui est d'ailleurs l'axe de la campagne du Rassemblement national, en faire un référendum contre Emmanuel Macron, lequel est impopulaire. Donc voilà, et on ne voit pas qu'une mobilisation quelconque puisse changer cela. Simplement, c'est vrai que la seule chose qui reste en magasin aux macronistes, c'est d'en appeler au cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. C'est la seule chose à faire d'ailleurs. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir le faire compte tenu de la réforme des retraites, compte tenu de beaucoup de choses qui ont déçu finalement dans cet électorat de l'action d'Emmanuel Macron? Pour ce qui suit, moi je suis beaucoup plus prudent que le sondage que l'on a évoqué tout à l'heure, parce qu'il donne vraiment... c'est la fourchette la plus basse pour le Renaissance. C'est la fourchette la plus basse, alors que les autres instituts donnent plutôt 3-4 points d'écart toujours entre la liste Renaissance et la liste de Glucksmann, de 13 et 16,5. Et donc je ne vois pas qu'il est remonté en quoi que ce soit. Je vois même au contraire que c'est plutôt la liste de la France Insoumise qui reprend un petit peu d'oxygène à la faveur de toutes les polémiques qu'il y a eu sur les mobilisations étudiantes et autres, sur Gaza et tout ça. Ça mobilise une part non négligeable de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et donc pour le moment, je vois plutôt de la stabilité dans ce secteur-là, plutôt qu'un rattrapage qui était possible au départ de Raphaël Glucksmann sur la liste Renaissance, mais la mobilisation d'une part, l'appel à l'électorat, le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron devrait permettre de conserver cet écart, mais pas plus. C'est-à-dire qu'ils sont quand même menacés de terminer à moitié moins que Jordan Bardella, ce qui est considérable. C'est du jamais vu. Alors, un tel écart, il faut remonter vraiment très très loin pour voir des écarts aussi importants. Je crois qu'il faut remonter quasiment dans les premiers scrutins. Une liste de Simone Veil qui avait creusé un écart phénoménal avec la gauche à l'époque. Donc oui, c'est plutôt du jamais vu de manière récente. Ce sondage, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un sondage. Il faut voir la tendance. Pour l'instant, il est un peu isolé quand même sur cette tendance-là. Donc vous savez, les sondages, il faut les lire plutôt sur un mouvement. Mais de toute façon, ils sont clairement dans la difficulté. Et on voit bien que d'essayer d'envoyer les poids lourds, moi, je dirais un peu différemment par rapport à Catherine. Je pense que de les envoyer, de toute façon, ils n'ont plus d'autre choix que de lancer tous les atouts qu'ils ont. Qu'ils soient, après, c'est toujours une question de jeu de somme plus ou moins. Donc là, en fait, ils essaient de mobiliser cet électorat, notamment l'électorat des personnes âgées, qui normalement votent plutôt pour le camp macroniste et qui là semblent plutôt rester à la maison ou se répartir sur d'autres
centre-centriste. Il n'arrive pas à enclencher ce qui a plutôt fait la réussite d'Emmanuel Macron dans les scrutins nationaux jusqu'à présent, c'est-à-dire une forme de vote utile qui, la dernière fois, lui avait permis de pomper une partie des voix de François-Xavier Bellamy, qui était monté très haut avant de redescendre. À la présidentielle, il y avait également le même phénomène avec le score de Valérie Pécresse qui n'avait cessé de décroître jusqu'à terminer sous les 5. Et cette fois-ci, il n'arrive pas à enclencher ce type de réaction, notamment du côté des Républicains qui restent assez stable. Alors pour le coup, c'est une des listes qui est toujours à le même niveau. Donc là, il n'y en a pas. Et alors que c'est quand même 2 fois plus que le score de la présidentielle quand même. Donc on voit bien qu'il y a quand même une partie de l'électorat, les Républicains, qui est revenue sur les LR. Et c'est probablement des gens qui avaient voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Donc on voit bien qu'il y a ce problème de mobilisation. C'est ce que vise maintenant le camp présidentiel, avec l'espoir dans la dernière ligne droite qui a un effet Comémo. J'en ai déjà parlé ici. C'est ce fameux effet 6 juin avec les cérémonies. La campagne s'arrêtera le 3 juin en réalité, et ensuite il y a une semaine liée aux célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, où là le président va quand même être escalité très présent. C'est déjà critiqué par ses opposants. Il y aura des cérémonies qui seront retransmises à la télé, et il y aura sans doute un petit effet émotionnel, à mon avis, autour de la présence des vétérans. Il y en a encore une centaine, ils seront là. Il y aura un petit effet émotionnel. L'Élysée compte aussi là-dessus. Catherine, vous voyez réagir au propos de Bruno. Non, mais je pense que c'est un événement important pour l'histoire et pour notre pays. Je ne crois pas du tout à l'impact que cela aura pour la mobilisation des électorats de quelque côté que ce soit. En revanche, ce que je note, moi, c'est que tout le monde s'interroge sur les effets du débat, etc. Mais peut-être qu'ils pourraient s'interroger sur leur axe de campagne. Enfin, je veux dire, ils ont tout misé sur la dramatisation. L'Europe peut mourir, l'Europe est mortelle. Est-ce que c'est mobilisateur de miser sur le danger que court l'Europe? Je crois que c'est un très mauvais... C'est peut-être pas mobilisateur, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste. L'analyse est juste. C'est ça le problème. Là, on parle stratégie de campagne. Pardon, non, mais moi, Emmanuel Macron fait une analyse dans la discours à la Sorbonne qui n'est pas électorale, ça c'est sûr. D'accord. Quand on est au pouvoir et qu'on prétend être élu, quand bien même on fait ça comme diagnostic, on dit comment on fait pour ne pas. Et on fait une campagne pour ne pas. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, il a eu quand même son succès sur la base de « je suis un homme jeune, je regarde l'avenir et je vous emmène avec moi ». Je nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République et même de l'histoire de France. Il n'a pas fait que des mauvais diagnostics sur l'Europe. Franchement, non, mais je ne suis pas en train... L'idée de souveraineté européenne... Je ne suis pas en train de discuter le point de vue. Ce que je dis, c'est que cela ne peut pas mobiliser. Une campagne sur le thème « l'Europe est mortelle » et qu'a repris Gabriel Attal, je ne vois pas comment vous allez emballer les foules avec ça. Le constat est bon, la stratégie est mauvaise, c'est bien ça. Mais c'est-à-dire qu'après ce constat, il faut être capable d'avancer des choses qui redonnent de l'élan. Et notamment de l'espoir. De l'élan, de l'espoir. Et quand on est un jeune président et un jeune Premier ministre, on regarde l'avenir et on se tourne vers cet avenir en disant « venez, je vais vous embarquer, moi j'ai la force et la vista pour y aller ». Jean-Marie. Le problème, c'est que dans la situation actuelle où vous avez un bloc Rassemblement national et dispersion tout autour, vous payez le prix de la dispersion. Et donc, de toute façon, vous avez du mal à vous situer au même niveau que le bloc en question. Hier, c'était un bloc autour d'Emmanuel Macron et dispersion générale autour. Emmanuel Macron a été élu. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse. C'est ça qui rend les choses difficiles. Et c'est très paradoxal parce que, d'une part, je pense que les Français sous-estiment le poids et l'influence de la France dans le destin de l'Europe aujourd'hui. Et il est rare de voir des moments comme ça où une pensée politique se trouve validée par l'actualité, par ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé sur la guerre, par exemple, valide des thèses françaises que la France défend depuis 20 ans. Et qui trouvent enfin leur concrétisation, leur adhésion auprès des autres pays européens. Donc il y a beaucoup de choses de ce genre, mais qui passent totalement inaperçues parce que la campagne n'est pas sur les enjeux européens. La campagne, elle est, on le disait tout à l'heure, sur pour ou contre Emmanuel Macron. Et il y a un tel socle d'impopularité, il y a un tel niveau d'impopularité du président aujourd'hui, c'est ça qui fait obstacle à quoi que ce soit d'autre. Et vous aurez beau dire... je propose ceci, je propose cela, vous ne serez pas entendu aujourd'hui. C'est ça le problème. En face, d'ailleurs, il reste un mois. En face, d'ailleurs, la liste de Jordan Bardella, celle du Rassemblement national, ne propose pas grand-chose non plus. Seulement ils sont vraiment sur l'antimacronisme. Sur l'Europe, ils sont sur la défaisance de l'Europe. Ils sont sur la défaisance. En le cachant un peu, quand même. Ils le cachent, mais à l'abri de ce slogan extraordinaire en disant l'Europe est menacée par l'Union européenne.
Si l'Europe est menacée par l'Union européenne, ben, il faut défaire l'Union européenne pour sauver l'Europe. C'est très pervers comme argumentation, mais ça montre bien que l'ambition profonde du RN n'a pas changé. Ils sont et ils restent anti-européens. Mais ça passe au-dessus des... Alors, le réveil sera dur au moment de la composition du Parlement européen, où là, on va voir les extrêmes droites se renforcer, où les choses vont être beaucoup plus difficiles, mais il sera trop tard après. Est-ce que vous ne croyez pas, parce que dans les enjeux de défaisance de l'Europe, ou la menace qu'il y a sur l'Europe, il y a notamment cette poussée de l'extrême droite, est-ce que vous ne croyez pas que le camp d'Emmanuel Macron est affaibli par deux choses? D'une part, par son incapacité en France à faire face, et le fait même que, moi, c'est ma thèse, ce n'est pas celle de nous tous autour de cette table, c'est qu'il a failli sur le plan idéologique et que donc, en fait, il alimente la poussée de l'extrême droite. Mais d'autre part, si je termine... Il a gouverné à droite. Il a gouverné pas simplement à droite, il gouverne à droite en alimentant des idées d'extrême droite. Ça, c'est ma première thèse. Ma deuxième thèse, c'est que le fait que Mme von der Leyen ait annoncé éventuellement pouvoir faire alliance avec Mme Meloni, je m'excuse, mais ça ne fait pas ni de Mme von der Leyen, ni d'Emmanuel Macron qui soutient Mme von der Leyen, de très solides adversaires de l'extrême droite. On joue un peu sur les mots. Il n'y a pas d'alliance. La vie du Parlement européen, c'est une vie de compromis permanents. Donc, on est obligé d'en faire avec l'extrême droite. À chaque fois, vous faites des compromis permanents. Mais non, on ne fait pas des compromis avec l'extrême droite. Mais non, Jean-Marie, vous savez bien. Mais c'est une extrême droite européenne, Madame Meloni. Ben oui. Alors. Elle n'est pas sur des enjeux intérieurs. En politique intérieure, je vous garantis qu'elle est d'extrême droite. Mais sur les grandes options... Elle a renoncé à une bonne partie de son programme sur l'immigration. Défense, Europe, immigration... c'est affreux ce qu'elle raconte sur l'immigration, mais il y a quoi tomber par terre? Elle s'est ralliée. Mais il y a la réelle politique. Elle s'est ralliée au pacte migratoire. Le pacte migratoire, je le trouve épouvantable. Donc ça fait partie de mes reproches quand je dis... Le pacte migratoire, c'est une politique de compromis. Moi, je trouve que le pacte migratoire alimente, valide l'idée qu'il faut qu'on fasse une protection autour de nous et qu'on diffère en dehors de l'Europe la gestion de l'extrême migratoire. Bien sûr. Moi, je fais partie de la gauche qui trouve que c'est totalement anormal. Par rapport au plan danois, d'ailleurs. Et pas la gauche française. La gauche française n'est pas si divisée que ça. La gauche européenne a été divisée, vous avez raison de souligner, les Danois, par exemple, valident ce genre de choses. Mais la gauche française, y compris le Parti socialiste, les Verts, évidemment, et les élus de la France insoumise se sont opposés au pacte migratoire. Mais peu importe, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que Mélanie, il y a une articulation entre Catherine, une pensée nationale et européenne. La réalité de l'Europe, ce sont 27 pays. Ces 27 pays n'ont pas des gouvernements homogènes. Certes. Il y a des gouvernements de droite, un peu plus à droite, il y a des gouvernements de gauche aussi, etc. Donc ils sont censés se mettre d'accord constamment. Et ils y arrivent. Et ils y arrivent d'ailleurs de façon spectaculaire sur des domaines où auparavant ils étaient divisés. Mais la traduction de cela, c'est au Parlement européen, les représentants de la droite, du centre et de la gauche se mettent d'accord, élaborent des compromis qui fondent cette adhésion des 27. Donc dans les pays, les 27, il y a l'Italie. Et l'Italie est un élément clé de l'Union européenne. Donc c'est en cela que von der Leyen, elle associe, ou elle prétend associer Mme Meloni à l'ébauche de compromis à l'intérieur du Parlement européen. Sinon, vous n'avez plus d'Europe, vous n'avez plus d'unité à l'intérieur des 27. C'est la règle du jeu. Aujourd'hui, Mme Meloni ne faut pas tout mélanger. Non, pardon. Aujourd'hui, Mme Meloni ne participe pas de l'équilibre qui a mis Mme von der Leyen à la direction de la Commission européenne. Elle n'en fait pas partie aujourd'hui. Or, l'Italie participe à l'Europe. Donc, il ne s'agit pas de pousser l'Italie hors de l'Europe. Donc ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de dire que dans le prochain accord, le prochain pacte politique, on va intégrer Mme von der Leyen. Et la deuxième chose, c'est qu'au Parlement européen, comme au Parlement français, il n'y a pas que des mamours à faire à la droite et à l'extrême droite. Éventuellement, on peut parler avec les écologistes et la gauche. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron au Parlement français et ce qui ne fait pas au Parlement français, ce qu'il n'envisage pas de faire au Parlement européen. Il n'envisage pas de le faire davantage au Parlement français. Voilà, il n'est pas davantage. Donc ce que je veux dire, c'est que le pacte vert, il avait quand même été largement conclu avec aussi une partie de la gauche européenne. Quand il faut chercher des alliances, on se tourne, on envisage de se tourner. Pas sur tous les textes. Je ne pense pas. Pas dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines. On va revenir à l'actualité ici en France avec le RN. Jordan Bardella, il était en Moselle à Saint-Avold, l'occasion bien sûr de marteler une nouvelle fois son message. On va l'écouter, Jordan Bardella. En éteignant la voix de la France, en déléguant à Bruxelles des compétences nationales, Emmanuel Macron cherche en fait, et sans le dire clairement, à liquider la souveraineté française.
Au fond, chacun aura pu constater la déconnexion de la candidate macroniste, son impréparation sur les sujets de fond, sa légèreté sur les sujets de votre quotidien et accessoirement ce déni de leur propre bilan et le déni permanent de leur propre action à la tête du pays depuis 7 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que Jordan Bardella, il a voulu parler une nouvelle fois aux classes populaires. C'est aussi ça la clé de la réussite côté RN? Non, la clé de la réussite, c'est l'antimacronisme sous toutes ses formes. Jordan Bardella, il n'a qu'un programme, c'est au fond transformer ces élections européennes en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Il ne parle que d'Emmanuel Macron. Là, le 23 mai, il va être obligé d'affronter Gabriel Attal. C'est peut-être d'ailleurs plus Gabriel Attal qui jouera gros que Jordan Bardella. Ce qui est intéressant hier soir, c'est que pour la première fois depuis Perpignan, on a vu Marine Le Pen participer à ce meeting. Elle aussi, elle est dans une semaine un peu à l'offensive, dans les médias en début de semaine, en meeting hier soir, aujourd'hui sur le terrain. Elle a signé une tribune aussi dans le Figaro, si je ne me trompe pas, sur la dissuasion nucléaire. Donc on voit aussi Marine Le Pen elle occupe l'espace, qui a envie aussi d'être un peu dans le match, puisqu'elle sent que la victoire risque d'être large. Donc elle ne laisse pas le terrain au seul Jordan Bardella, qui dans cette campagne a beaucoup gagné de points en notoriété, en popularité, en assurance, alors que je le rappelle, il est très jeune. Donc 28 ans de mémoire. Il y a quand même un phénomène autour de Jordan Bardella. Il faut le voir comme quelque chose d'ovni politique, là, sans expérience, 28 ans, vous le disiez. Très présent sur les réseaux sociaux. Et avec vraiment, c'est du Rassemblement national. Alors, on est toujours dans cette espèce de normalisation, mais on est quand même sur un produit classique de formation frontiste. Il y a toujours cette question de fond, Bruno Jeudi l'évoquait. Y a-t-il du fond dans le discours de Jordan Bardella aujourd'hui ou c'est de l'antimacronisme? Je pense qu'il travaille politiquement sur l'antimacronisme. Moi, j'aimerais bien qu'il soit une baudruche. Ça me rassurerait. Mais c'est pas ce que j'ai vu dans le débat avec Valérie Hayé. Je l'ai trouvé plutôt solide. Et tout le monde disait « Oh, il esquive, il veut pas faire le débat, etc. » Il a repris plusieurs expressions mot pour mot d'Emmanuel Macron. Ça, c'est verbatim. Voilà. Oui, mais je veux dire, il apprend, il travaille. Il n'a pas l'air d'être complètement un écervelé. Et on verra ce qu'il va faire face à Gabriel Attal. Moi, je pense que Gabriel Attal n'est pas structuré politiquement pour lui répondre. Encore une fois, je pense que Gabriel Attal pense que c'est très très malin de faire de la triangulation et d'aller marcher sur les terres de la droite extrême. Je pense qu'il perdra à ce jeu-là et que c'est lui qui gagnera. Moi, c'est mon opinion. Le dernier chose que je voulais dire, c'est que certes, ils font de l'anti-Macron, mais il y a aussi cette affaire-là qui s'est passée cette semaine avec Madame Colombe. Madame Colombe, c'est son prénom, on ne connaît pas son nom de famille. Les Restos du Cœur. Non, les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur. Et j'ai trouvé que ça tombait bien pour le Front National, parce que ça leur permet d'alimenter quelque chose d'émotionnel. Et je pense que ça interroge très profondément la gauche. Je pense que c'est M. Desfontaines, tête de liste du PC, qui a dit ça. Mais comment ça se fait que cette dame soit au meeting du Front National et pas chez nous? Je pense qu'il y a une question dans les positionnements des campagnes des 3 candidats, puisque je mets Desfontaines de côté, puisque précisément lui, c'est ça qu'il cherche à faire, mais les 3 autres, où est le social dans leurs propositions? Où est-ce qu'ils sont? Je veux dire, il y a quand même une question que la dureté de la vie pour beaucoup de nos concitoyens ne soit pas traitée dans cette campagne aux européennes. Jean-Marie? Oui, mais ça, c'est vrai à chaque campagne ou à chaque moment politique. On peut toujours invoquer cela. Et c'est vrai que cet événement venait presque à point nommé, en effet, pour le Rassemblement national, parce que c'est évidemment le tout bénéfice, ça c'est évident. Qu'est-ce qui peut désormais l'empêcher d'écraser ces élections européennes, le RN? Rien. En revanche, je ne partage pas du tout le point de vue de Catherine lorsqu'elle dit que Emmanuel Macron et les siens vont chercher des voix à l'extrême droite ou copient l'extrême droite. C'est vrai de LR, mais c'est pas vrai des macronistes. Ils arrivent quand même à garder une distance avec l'extrême droite. En revanche, LR va plus avant à chaque fois que l'extrême droite et est en train de se noyer, est en train de se dissoudre dans LR. Et en même temps, quand on regarde comment fonctionne la presse, les médias, j'allais dire presque la société civile, on voit bien que l'union des droites est en train de se faire. On voit bien que c'est en train de se faire et que ça risque de se faire à l'avantage du Rassemblement national. Et donc, moi, je pense que dans la foulée d'une victoire large, comme elle se prépare, le RN, Marine Le Pen, va pousser l'idée d'une dissolution.
Et donc, pour pousser l'idée d'une solution, on va essayer d'entraîner la droite dans une motion de censure et que c'est à ce scénario-là qu'on va assister vraisemblablement pour justement obtenir un résultat qui, alors que les élections européennes ne sont pas faites pour ça, elles ne sont pas faites pour décider de qui va gouverner, elles sont faites pour élire des élus au Parlement européen. Mais moi je vois ça venir tellement il y a le président de la République d'excitation comme ça qui est en train de monter de la part de gens qui considèrent que voilà, ils ont un boulevard devant eux et qu'ils vont exploiter de toutes les le président façons. de la République interrogé sur le sujet l'a posé clairement sur la table. Il en tirera en cas de dissolution, il en tirerait les conséquences institutionnelles et politiques, a-t-il dit, sans écarter la possibilité. Vous l'avez trouvé comment, le chef de l'État, lorsque vous l'avez interviewé dimanche dernier ? À la fois, j'ai eu le sentiment qu'il donnait ordre d'aller faire campagne et en même temps enjambait déjà un peu le résultat, puisqu'il disant je ne tirerai pas de leçon nationale d'un scrutin européen et 8 jours plus tard, je me pencherai sur la question des nominations, puisqu'on sait que c'est le calendrier qui attend ensuite, comme à chaque fois. Donc il se projette déjà. Donc, on l'avait accusé d'enjamber la campagne, là il enjambe les résultats. En tous les cas, on voit bien qu'il ne changera pas de Premier ministre à l'issue de cette élection, fût-ce une bérésina électorale, ce qui en prend le chemin. Et deuxièmement, il était quand même déjà dans cette possibilité à l'automne d'avoir une dissolution, puisque Jean-Marie a exposé un peu le scénario. C'est un scénario qui devient de plus en plus possible, notamment avec le débat budgétaire. Et on sent qu'il ouvrait quand même quelques portes. À la fois, c'était aussi un message pour la droite en disant réfléchissez bien, moi aussi, il faudra que je tire des conséquences de tout ça. Gabriel Attal avait été présenté comme une arme anti-Bardella. Du coup, c'est une erreur de casting ? Ça n'a pas fait son effet pour l'instant. Médiatiquement présenté comme ça. Oui, ouais. On verra ce qu'il va donner lors du débat, mais je ne pense pas que Emmanuel Macron ou la Macronie va essayer de prendre les électeurs de l'extrême droite. Ce que je pense, c'est qu'il pense refaire le coup de Sarkozy, c'est-à-dire se positionner idéologiquement sur un terrain, ce que j'appelle la triangulation. C'est ça que je voulais dire. Mais je voulais noter un truc, je ne sais pas si vous l'avez, ça m'a totalement surpris. Comment elle s'appelle ? Marine Le Pen a dit qu'il ne fallait pas être pressé. La dissolution, ça n'a pas l'air d'être son projet. Elle dit « laissez-nous le temps de nous préparer ». Elle a dit ça hier ou avant-hier dans un meeting. Laissez-nous le temps de nous préparer. Moi, je ne pense pas que Marine Le Pen ait très très envie que Jordan Bardella devienne Premier ministre. C'est autre chose. Parce que, oui, mais ça compte dans les stratégies. C'est on pourra en parler dans une autre émission. Oui, le fait qu'elle n'ait pas envie que Bardella lui vole trop la... Oui, il y a ça sans doute. Et puis probablement aussi parce que le Front National n'a pas les moyens de répondre aux questions de la France et que donc, au bout de 2 ans, ils en paieraient probablement le prix politique. Ça renvoie une part de l'opinion qui considère à droite que le principal obstacle, c'est le nom de Le Pen et que donc Bardella a cet avantage immense de ne pas s'appeler Le Pen. Et Marion Maréchal en sait quelque chose. Il vaut mieux miser sur Bardella et mettre un petit peu à l'écart Marine Le Pen. Ça va être peut-être un des enjeux prochains du Rassemblement national. Il nous reste quelques minutes pour évoquer cette interview donnée par Emmanuel Macron. On voulait l'aborder, interview donnée à elle. Le chef de l'État y a abordé plusieurs sujets de société. Le futur congé de naissance qui vise à remplacer le congé parental. Il le souhaite plus court, mieux rémunéré, la ménopause, le devoir des pères, mais aussi le cas Gérard Depardieu, un immense acteur qui rend fier la France. C'était ses mots dans une précédente interview. Cette interview, il faut le voir comme une tentative du président d'essayer de récupérer une partie de l'électorat féminin, Jean-Marie. Oui, bien sûr, mais je pense que là, en l'espèce, il ajoute une maladresse à une faute. La faute, c'était évidemment de paraître soutenir Gérard Depardieu. Et la maladresse, c'est de nous faire croire qu'en aucun cas, il ne l'avait soutenu. Je n'ai jamais défendu un agresseur face à des victimes, c'est ce qu'il nous dit, le président. Ça ne tient pas la route. Donc, il est à la recherche, en effet, d'une réconciliation avec l'électorat féminin, et c'était urgent. Mais il a encore du chemin à parcourir. Cela dit, par ailleurs, les propositions qu'il fait, il y en a qui sont intéressantes. Je veux dire, la situation, l'aide au... Il faut avoir en tête que, je crois, une famille sur 4 en France est monoparentale. Une famille sur 4, ça veut dire une famille monoparentale, ça veut dire pour l'essentiel la mère qui élève seuls les enfants. Dans la plupart des cas. Et donc il y a défaillance, assez souvent il y a défaillance du père. Et donc l'idée d'introduire un devoir vis-à-vis des pères
qui sont en général défaillants, c'est une bonne idée en soi. On verra ce que ça donne concrètement, si c'est une réforme qui est votée, comment elle peut s'appliquer, comment surtout éviter que ça se fasse au bénéfice de pères violents. C'est ça qui va être en jeu. Mais ce sont des pistes intéressantes, tout cela. Donc ça peut faire avancer la société. Vous retenez quoi de cette interview, Catherine ? Bon, en effet, je retiens qu'il cherche à se réconcilier l'électorat féminin parce qu'il a pris cher, là, hein, quand même. Oui. Et que, il a perdu beaucoup de points dans l'électorat féminin. Oui, absolument. On dit une dizaine de points à peu près de perdus oui. depuis son interview à C'est à vous à la fin de l'année voilà, dernière. donc là, il faut sortir les rats, mais... faut ramer, quoi. Donc, c'est ce qu'il essaye de faire avec cette interview dans Elle. Alors, moi, j'ai noté qu'en effet, d'abord, c'est pas la première fois qu'il se positionne sur des sujets qui sont apparemment un peu périphériques à la politique dure. Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant. Et moi, je note... Dans le Monde, ils ont raconté que l'article qui avait été fait par Madame Goldman à propos de l'éducation des enfants, est-ce qu'il faut mettre les enfants au piquet, etc. Vous vous rappelez de cet article ? Oui. C'est l'article qui a suscité le plus de controverses de toute l'histoire du monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont vraiment intéressés par les questions d'éducation, d'avenir des enfants, d'avenir du couple, etc. Et donc, Emmanuel Macron se positionne sur le sujet et pas qu'une fois. Il faut supprimer les écrans, il faut contrôler les écrans, etc. C'est une constante depuis qu'il est président de la République. Il a fait beaucoup. Il a un bilan sur ces questions-là. Quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis 2017, et je mets de côté... Voilà, exactement. Il a l'intuition qui se joue quelque chose là. La lutte contre les violences conjugales et tout ça. Alors bon, je connais l'argument qu'il n'a pas assez d'argent et tout ça, mais il a fait beaucoup de choses, mais souvent balayées par des émissions ou des expressions... complètement à côté de la plaque. Sur Depardieu, je suis désolé pour le président, mais il a été d'une maladresse crasse dans cette affaire. Son expression d'abord dire le génie de Depardieu, qui est un grand acteur, en oubliant de parler des victimes, et rétropédalant un mois plus tard dans sa conférence de presse. Oui, mais ce qui manque à ce rétropédalage, c'est au moins un minimum d'autocritique. Or, lui qui aime à dire « je reconnais mes erreurs », là, il ne reconnaît rien. Il les reconnaît toujours théoriquement qu'il va les reconnaître. Par contre, moi, j'ai... Un dernier mot. J'ai vraiment des doutes sur les propositions qu'ils ont de toujours vouloir obliger, circonscrire, et notamment dans ces affaires-là. Penser qu'il va falloir rendre obligatoire la visite des pères, moi je pense qu'il faut les convaincre, qu'il faut les amener, mais cette idée qu'on va couper les écrans, que tout va se régler par la normativité, je pense que l'éducation, le couple et les relations entre les gens ne passent pas. Et on pourrait reparler de l'uniforme à l'école. C'est l'heure d'accueillir Véronique Reissou en plateau pour sa chronique. Bonjour Véronique. Bonjour. On va parler aujourd'hui évidemment de ces campagnes des Européennes. Elle est bien lancée. Est-ce que les Français sont pour autant mobilisés ? Alors on a posé la question aux Français dans un sondage pour le Figaro. La première des questions, c'est est-ce qu'ils vont voter ? Eh bien écoutez, alors c'est dans un mois, il va se passer des choses, mais pour le moment on est à 50% d'abstention annoncée, mais globalement c'est à peu près la même chose que la dernière fois, donc on va dire... Et plus que les fois précédentes. Donc on va dire... Je crois qu'on peut avoir une bonne surprise. Je pense aussi, parce que du coup j'ai été regarder, est-ce que les gens en parlent, qui est quand même un indicateur, et oui, et on en parle beaucoup même, parce que sur un mois on a 2,5 millions de mentions, ce qui est beaucoup pour un sujet qui est quand même... un peu parti, enfin voilà, qui soi-disant n'intéresse pas. 700 000 messages sur les derniers 7 derniers jours. Donc globalement, oui, on en parle, ça les intéresse. Quoi. Et les débats ont fait de l'audience. Et les débats ont fait de l'audience, donc on voit bien que, voilà, ils disent, je vais sans doute pas voter, mais ça les intéresse. Après, la raison pour laquelle ça les intéresse et ils voteraient pas, il y en a 3. Il y en a une, c'est un sondage qui a été fait pour Ouest France par IFOP, qui est assez intéressant parce qu'en fait, il y a la notion d'inquiétude et de colère qui remonte beaucoup, un sentiment autour de la réalité de ce que peut faire l'Europe pour eux. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent moi je vais pas voter parce qu'en fait ça m'inquiète plus qu'autre chose et en fait ça va pas faire grand chose de bien pour moi. Les cinquantenaires, 50 à 64 ans, 18% de colère. Ils sont un peu en colère et inquiets. Un autre point qui explique aussi ce sujet, c'est le sentiment d'être, et le sentiment d'être français, c'est 91%, là encore c'était pour le Figaro, 91% des Français ont plutôt le sentiment d'être français et que 8% d'être européens. Ça explique aussi
non pas le fait que ça ne les intéresse pas, mais sans doute le fait qu'ils se disent, bon, voilà, difficile... Corrigé par un autre sondage qui indique en effet, est-ce que vous vous sentez français 9 personnes sur 10, est-ce que vous vous sentez européen 7 ou 8 personnes sur 10. Alors, donc ce n'est pas antinomique. C'est pas antinomique, mais dans le... européen, français et, si je peux ajouter, corse, vous voyez, on peut avoir 3 identités. On peut avoir 3 identités sans problème aucun. C'est une notion de priorité, c'est pour ça que j'avais remis en perspective avec l'inquiétude, qui n'a rien à voir avec la Corse, mais qui était un sujet de, finalement, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Donc attention à la présentation des choses. Oui, et la troisième raison pour laquelle les gens ont un peu du mal, c'est qu'ils trouvent qu'il n'y a pas de candidat qui leur propose quelque chose de très clair comme projet sur l'Europe. Et on l'a brièvement évoqué. Évidemment, 2 personnalités dominent ces élections européennes. C'est Jordan Bardella, c'est Gabriel Attal. Alors, vous en avez beaucoup parlé, mais voilà, je vais venir à quelques chiffres. D'abord, il faut savoir que ces 2 personnalités attirent l'attention et que leur rencontre le 23 mai, c'est le sujet. Les uns et les autres l'attendent. C'est l'événement qui est attendu, même si, en fait, quand on lit les messages, les uns et les autres se disent que ça ne changera absolument pas les votes, parce que les gens qui sont convaincus par Bardella le resteront, ceux qui sont convaincus par la liste de Renaissance le resteront, et que globalement, c'est pas forcément là où ça changera. Ce qui fait qu'il est attendu, mais il fait plutôt sourire. Donc on a droit à quelques blagues. J'en ai sorti une, j'ai pas la vidéo, mais vous connaissez tous. Enfin voilà, cette référence, c'est 117, quand ils courent tous les deux Jack sur la plage, et voilà, Jack, et voilà. Donc pas mal de blagues autour de ça. Ouais. Sinon, mais Jack est mauvais dans le film, alors lequel sera mauvais, on ne sait pas. Voilà, la blague ne dit pas qui est qui. Après, on a aussi évidemment des critiques. Une critique qui a été pas mal reprise, qui est que pendant le débat contre Madame Hayet, en fait, Monsieur Bardella aurait repris, et en fait il y a pas mal de montages qu'on fait, exactement les mêmes punchlines et même les mêmes attitudes physiques. Je ne suis pas votre ventriloque. C'est le même verbatim. Les mêmes. Alors sans doute parce qu'il a beaucoup étudié et que c'est son inconscient. C'était pas son inconscient, je pense que c'est délibéré. C'était voulu. Donc ça a été pas mal repris, et ça fait partie des sujets en disant est-ce qu'il va faire la même chose là. Ensuite, vous le disiez fort justement tout à l'heure, celui qui a sans doute le plus à gagner, c'est peut-être M. Bardella de ce fameux débat, parce que quand on regarde, pareil, on a fait un sondage pour le Figaro sur son image, est-ce que les gens le voient un jour Premier ministre? Non, à 57%. Est-ce qu'ils voient M. Bardella président de la République un jour? Non, à 66%. Donc on va dire qu'il n'a pas encore une stature en soi. On rappelle qu'il n'a que 28 ans. Tout à fait. Alors, comme c'est souvent le parallèle avec M. Attal, c'est l'histoire de l'âge, on a aussi posé la question, qui des deux préférez-vous? On va dire que M. Attal ressort nettement devant, parce que les Français ont une meilleure opinion de M. Attal que de M. Bardella. Et après, il a aussi une image un peu compliquée qui est plutôt en faveur de M. Attal, puisque vous avez sur la compétence, M. Attal est jugé à 56% plus compétent que Bardella. Il a une stature de chef d'État à 54%. Il aspire plus confiance à 54%. Par contre, il y avait un point qui était en faveur de M. Bardella, qui est la proximité avec les gens. Sans doute plus lié au statut de Premier ministre que de l'homme, mais bon, la réalité, c'est que les chiffres étaient là. Donc oui, il a beaucoup à gagner de ce débat, parce que voilà, il a quand même, il attire l'attention, il intrigue. Mais on ne peut pas dire que tout soit très positif dans les images et les messages sur lui. Véronique, comment les autres candidats arrivent-ils à émerger? Ils galèrent, ils galèrent les autres. Alors, je ne vais même pas vous parler là de par exemple, les écolos qui ne sont même pas... Enfin, quand je regarde vous avez des outils, par exemple, sur les requêtes qui sont faites sur les candidats, on ne cherche rien sur eux, enfin, ils ne sont pas là. Alors que les dernières élections, c'était quand même eux qui étaient au cœur, là, ils ne sont pas là. Et de temps en temps, il y en a qui essayent de faire des... Voilà, on va dire créer l'événement et montrer leur courage, leur force. Monsieur Bellamy l'a fait. Un coup d'éclat. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Un coup d'éclat. La rue ici, elle n'appartient pas à ceux qui trahissent les valeurs du peuple français. Sciences Po n'est pas une annexe de la France insoumise. Et nous refusons cette espèce de chaos. L'opportunisme politique. C'est faux, ça a été démontré. La France insoumise ici, c'est pas de l'opportunisme politique peut-être.
Donc en fait, c'est un candidat qui a du mal à émerger comme beaucoup d'autres. Et donc ce petit coup d'éclat lui a valu beaucoup de soutien. Par exemple, voilà, des relais en disant en fait, il a été très courageux d'aller à la rencontre de ses étudiants. À Sciences Po, on le rappelle, rue Saint-Guillaume. À Sciences Po. Globalement, ce qui était le plus intéressant, en fait, je veux dire, au-delà de, bon, sans doute, il a été très courageux, mais c'est qu'il a beaucoup de relais qui étaient au-delà de sa sphère. Alors, il y a eu des tas de plaisanteries aussi, évidemment, mais c'était plutôt des soutiens et qu'elle est au-delà de sa sphère naturelle. Donc, la question, elle est dans une campagne. Comment est-ce que vous faites parler de vous au-delà de votre sphère naturelle et comment vous créez de l'adhésion au-delà de votre sphère? Ben, écoutez, cet acte de bravoure lui a valu d'être salué par d'autres que ses fans. Merci beaucoup Véronique pour votre chronique. Merci Jean-Marie, merci Bruno, merci Catherine. On rend l'antenne. Un prochain journal arrive bien sûr très vite sur l'antenne de France 24. Restez avec nous.